C'est aujourd'hui une rencontre un midi de l'IREMO assez particulier parce que depuis le 11 septembre 2001, il est quasiment impossible de parler de l'islam sans parler d'islamophobie, etc., etc. Je ne vais pas le faire moi-même puisque ce n'est pas l'objectif. Voire sans ne parler que d'islamophobie, c'est-à-dire d'être coincé dans une discussion dont on sait à l'avance les limites, qui n'est pas sans intérêt, mais qui a ses limites extrêmes. Et aujourd'hui, donc, on voulait parler d'islam, et notamment d'islam en France, sans nous focaliser sur ces problèmes-là. Donc, pour dire les choses, les débats internes à l'islam, les pistes de renouveau de l'islam. Tu parles souvent de chantier dans tes interventions. Je pense aussi au dialogue avec les autres religions et avec les agnostiques ou les athées. Je pense à l'organisation de l'islam dans la société française. Bref, toute une série de questions qui sont rarement, en fin de compte, abordées de manière sereine. Alors évidemment, Khaled Bencher était l'invité idoine pour un débat de ce type. Il est physicien, il est docteur ès sciences et islamologue. Il anime depuis 2000 l'émission Islam sur France 2 et produit l'émission Culture d'Islam, qui est devenue, je crois, Question d'Islam, c'est ça, hein, sur France Culture. Il est membre du bureau de la Fondation de l'Islam de France, président de la branche française de la Conférence mondiale des religions pour la paix, et auteur de nombreux livres. Je ne sais pas pourquoi on ne les avait pas rappelés dans la présentation de ce midi. Donc je cite les trois derniers de mémoire, en tout cas. Petit manuel pour un islam à la mesure des hommes, chez Lattès, cette année. Le Coran, une synthèse d'introduction et de référence pour éclairer le contexte, les épisodes, les valeurs et l'actualité du texte, chez Erol en 2015. Et un livre plus ancien, mais qui me semble important et intéressant, qui s'appelait La laïcité au regard du Coran, aux presses de la Renaissance, en 2005. Alors, Khaled Bencher connaît la règle du jeu de nos midis, donc tu as une petite demi-heure pour nous présenter ta vision des choses, et puis nos amis te poseront des questions, protesteront contre tes affirmations, applaudiront à tes analyses, bref, comme ils voudront, et on pourra débattre jusqu'à 14 heures. Voilà. Les puristes de la langue française distinguent protester de contester. Alors oui, quand on proteste parce qu'on témoigne pour. Et auquel cas, nos amis pourront témoigner pour tout ce qu'ils souhaitent. Chez Molière, c'est ce sens-là de protester toujours. Hein. Et alors que lorsqu'on conteste, on s'affirme contre. Alors mes chers amis, vraiment c'est une grande joie et un plaisir certain qui m'anime. Je sais ce qui se passe dans cet espace que je pourrais qualifier comme le lieu du débat, du discernement, de la lucidité, et oh combien nous en avons besoin, non seulement sur la place de Paris, mais vraiment un peu partout de par le monde. Et à titre personnel, et avant tout comme citoyen, j'en sais gré à ceux et à celles qui président à sa destinée, à ceux qui font que ceci soit réel. Ce n'est pas qu'un simple exercice de style que tout orateur se croit obligé de dire en début d'exposé, ou de la flagornerie comme c'est habituel. C'est que nous avons vraiment besoin de ce calme, de cette distanciation, de cette rigueur académique aussi, et d'avoir cette possibilité d'échanger avec sérénité. Et j'ai cru comprendre que le thème aujourd'hui, c'est que peut-on parler sereinement de l'islam ? J'ai envie de dire la réponse est oui. Doit-on le faire ? J'ai envie de dire que la réponse est oui. Est-ce que c'est le cas ? Non, hélas. Et j'aurais pu me taire là et vous dire, voilà, on a fait le tour de la question. Tu vois bien que la demi-heure aurait été ramenée à ses idées forces et on peut ouvrir le débat. Et comme tu as introduit la notion d'islamophobie, j'ai envie de dire que d'emblée et personnellement,
Ça m'a valu même quelques inimitiés pour certains, auprès de certains. C'est que je pense que le mot n'est pas tout à fait approprié eu égard à ce qui se passe. Étymologiquement, l'islamophobie est ou serait la peur de l'islam. Et quelqu'un qui est victime d'islamophobie, on doit compatir à son état. Parce que l'arachnophobe, le claustrophobe, l'hydrophobe, l'agoraphobe est à la fois au tour à tour a peur des araignées, de la promiscuité ou les espaces restreints, de l'eau, et je crois qu'il ne prendra pas la parole publiquement dans l'agora ou dans la foule. Ça relève plutôt d'une pathologie, une peur irraisonnée, maladive. Et quelque part, sans autoflagellation aucune, si nous n'avons de vision de la tradition religieuse islamique que ce qui est dit globalement, il y a de quoi, surtout si on a délégué sa capacité d'entendement à autrui, aux fameux relayeurs d'opinion, aux faiseurs d'opinion, de quoi avoir peur de cette tradition religieuse islamique et peut-être même de la civilisation qu'elle a sous-tendue à travers l'histoire. En revanche, alors cogitant un peu, je ne m'attire aucune gloriole en disant cela, je m'étais dit peut-être que le mot qui serait le plus approprié serait la misislamie, comme dans misanthrope ou misogyne, c'est-à-dire qu'il y a de mésos grec la notion d'hostilité, de haine, de détestation, assumée comme telle. Voilà, alors l'islamophobe, je compatis à son état, le mis-islamique, ça tomberait même sous le coup de la loi, et surtout quand il propage sa haine et sa détestation. Donc, hormis ces considérations sémantiques, et nous pâtissons beaucoup aussi du désordre sémantique de nos jours, j'ai envie de dire, j'évite ces derniers temps de parler d'islam, tout comme Georges Burdeau qui dit à propos de l'État, je ne vois pas l'État, je ne sais pas ce que c'est que l'État, etc. Mutatis mutandis, moi je ne vois pas l'islam, je n'ai jamais vu l'islam marcher ou manger. Ce sont des hommes et des femmes qui appartiennent à une tradition religieuse. La phrase, elle est alambiquée, celle que je vais dire, c'est qu'il s'agit d'une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique selon la réception de la révélation coranique. Vous voyez bien comment c'est long, c'est très alambiqué, mais ça a l'air d'être un peu plus proche de la réalité que de dire islam. Et on ne sait même pas à quoi ça renvoie. S'agit-il de ce qui se passe à Jakarta, à Dakar, dans nos banlieues, du soufisme, de la monstruosité qu'est Daesh? De quoi s'agit-il au juste? Donc il y a aussi ce point, on peut toujours dire islam, bien sûr, mais ne pas oublier, dans la rigueur académique dont je parlais tout à l'heure, et puis j'ai cru comprendre qu'il faut avoir cette radicalité méthodologique avec la bienveillance et la tendresse pour les êtres, bien entendu. Bon, on peut utiliser le vocable par abus. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas avec calme et sérénité? Parce que, hélas, de nos jours, et surtout ces derniers temps, et étonnamment, parce que le fait islamique ne devrait pas être incongru, adventiste, allogène, étranger, invasif à la nation française, comme ce qu'on voudrait nous le faire savoir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc il fait partie de ces fameux 4 I qui hystérisent les débats: immigration, insécurité, identité, islam. Et on voit bien que même ce mêlé-mélo des 4 I n'est pas tout à fait cohérent. L'islam et l'immigration ne s'épuisent pas mutuellement. Il y a des questions d'immigration, il y a des immigrés musulmans, ça se recouvre en partie, mais pas en totalité. Donc, c'est un sujet
qui hystérise le débat, inflammable, relevant de l'actualité brûlante et malheureusement aussi le débat est autour de cette question ou de ces questions produit ou se fait avec des propos toxiques et des idées infectieuses et qui, après incubation, rendent la nation tout entière malade. Donc, raison de plus pour avoir le recul nécessaire. Donc, mon témoignage, et quand le temps arrive, tu me le feras savoir. 1, on oublie ou on ne veut pas savoir ou on ne sait pas que la France fut une puissance musulmane. L'Empire était une puissance musulmane du point de vue démographique, avait ses sujets musulmans, lesquels sujets resteront sujets même avec la République, ce qui est déjà un premier manquement, qui peut-être est une source de l'incompréhension du débat actuel. Je ne veux même pas remonter à l'histoire, les fameuses haines héritées de part et d'autre, l'hérésie mahométane aux Sarrasines, les polémiques d'avant la première traduction sur ordre de Pierre le Vénérable du Coran, etc. Je ne veux même pas, j'allais dire, remonter à tout cela. Je dis simplement que depuis, en gros, la seconde moitié du XIXe siècle, jusqu'à nos jours, il y a eu des moments de l'histoire de la France avec sa rencontre avec l'islam où on aurait dû éviter ces manquements et des ratés. Deuxième autre difficulté, c'est que, hélas, la loi dite de séparation du 9 décembre 1905, étonnamment, n'a pas été appliquée dans les départements d'outre-Méditerranée. Et le refus n'est pas venu du côté où l'on pense. Quand le décret d'application de septembre 1906 a été promulgué ou établi, il ne concernait pas l'Algérie alors sous férule coloniale. Et lorsque les intellectuels musulmans, les rares intellectuels musulmans, les oulémas avaient demandé son application, on leur a dit, bon, il faut une prorogation de 10 ans. Donc on va différer de 10 ans. En 1916, quand la demande a été réitérée, on leur dit, bon, on est en pleine guerre, c'est la Grande Guerre, on verra ça après la guerre. Donc la prorogation était 10 ans et en 1926, le report était sine die. Ce qui a poussé quelqu'un comme Abdelhamid Ben Badis, le président des oulémas algériens, une fois débouté lorsqu'il est venu quérir auprès du Conseil d'État pour que la loi fût appliquée, à écrire dans le Météore, organe central de l'association, maintenant il ne nous reste plus qu'à compter sur nous-mêmes et sur Dieu, qui, dans un État qui se veut laïque, c'est quand même un peu cocasse. Bon. Et puis d'autres manquements par la suite. Et là aussi, la lecture qu'on fait du fait islamique, et bien que ça soit complexe, difficile, enchevêtré, parce que quand on dit complexe, c'est de deux choses l'une. Soit on a envie de se défausser sur le mot, on dit complexe et on passe à autre chose, par paresse intellectuelle ou parce que parfois on n'a pas le temps, soit il faut pardonnez-moi le terme, se coltiner l'explication en quoi c'est complexe. C'est complexe parce que, si je devais faire le pédant, il y a une cristallisation multidimensionnelle et plurifactorielle de cette complexité-là, qui fait que c'est complexe parce qu'il y a la strate sociale ou sociologisante, il y a le niveau de la lecture politique, il y a une autre strate qui relève des rapports internationaux et géostratégiques, puis il y a aussi un regard psychanalytique avec l'absence du père ou l'autorité, il n'y a pas de repère, en tout cas des carences affectives. Il y a aussi une lecture de nos jours dite nihiliste ou millénariste ou apocalyptique, et puis il y a aussi une autre approche théologique. Et chacune de ces lectures
a sa pertinence propre, mais aucune d'elles n'épuise à elle seule le sujet. Donc l'idéal eût été d'avoir une vision panoptique, panoramique, holistique, globale pour traiter ce sujet-là. Et il se trouve que malheureusement, c'est pas bien de se défausser tout le temps sur la presse ou sur les médias, que le traitement médiatique de cette question-là est très lapidaire, biaisé, parcellaire, partial d'un certain point de vue, et avec une focalisation maladive sur le vil, le pervers, le négatif, l'épouvantable, etc. Il n'y a pas eu, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une épouvante produite au nom de cette tradition religieuse, et qui, de mon point de vue, est due davantage aussi à la démission, à l'incurie au sens premier du terme, il n'y a pas de curie, à l'incurie organique, structurelle, qui caractérise les hiérarques musulmans dans notre pays, etc. Mais ne voir sous le vocable islam, qui génère beaucoup de fantasmes, que ces aspects-là, dans le traitement quasi quotidien, c'est aussi une fabrique de la fameuse islamophobie dont nous parlions tout à l'heure. J'aime à rappeler que si je devais m'informer sur notre propre société française qu'à travers l'unique canal de la revue détective, il y a de quoi désespérer de l'âme humaine en France. Mutatis mutandis, on est dans la même situation. Oui, c'est devenu le nouveau détective. Donc ça existe encore, hélas. Et il y a de quoi alimenter le dit organe, parce que la nature humaine est ce qu'elle est. Hein. Donc les sévices, les faits divers, les meurtres, il y en a. Bon, alors, si je me restreins uniquement à deux lectures, dans le panorama que j'ai donné tout à l'heure, la lecture sociale ou sociologisante et la lecture théologique, je vous dirai ceci. 1. Le tissu social des musulmans de France, citoyens et résidents, n'est pas harmonisé. À supposer que l'harmonie soit l'élite, la classe moyenne et le prolétariat. Je ne suis même pas sûr de la pertinence de ce schéma, mais bon, qui est peut-être même éculé. C'est qu'on a deux pôles qui continuent, même si maintenant, peut-être cette lecture n'est pas tout à fait appropriée, mais en tout cas, elle a vécu jusqu'à maintenant. On a un pôle minoritaire d'hommes et de femmes se disant de cette confession-là ou de la confession islamique, la plupart de souche, a déjà le gros mot, de souche arabe, avec le même accent rocailleux qui les caractérise, sauf que dans une obséquiosité servile, on leur fait des courbettes. Et on leur baise la main en les appelant Sidi, Monseigneur, parce qu'ils sauvent le marché des hurlings à Deauville et le marché des pouliches à Longchamp. Et on ne dit pas d'eux qu'ils sont islamo-délinquants. On ne dit pas d'eux qu'ils sont inintégrables. On ne dit pas d'eux qu'ils sont islamo-fascistes. On ne dit pas d'eux islamo-quelque chose. Au contraire. Et ceux qui ne sont pas encore citoyens, on leur apporte leur titre de séjour, voire l'incorporation dans le corps national qu'un parlementaire a cru bon de distinguer entre traditionnel, ce qui sous-entend qu'il y en a un qui ne le serait pas. Bon, donc je ne parle pas de cela parce qu'eux-mêmes se désolidarisent d'avec la question islamique dans notre pays. Et puis on a un autre pôle, majoritaire celui-là, à travers quelques années, a été composé d'hommes et de femmes prolétarisés, ghettoisés, marginalisés, défavorisés, désislamisés, et l'on assiste à une réislamisation de néophytes, telle une revendication politico-identitaire. Et puis, il me revient à ma mémoire une fameuse marche, la marche dite pour l'égalité, et qu'il ne faut surtout pas appeler la marche des beurs, parce qu'il faut que le mot arabe recouvre sa noblesse, sa profondeur historique et sa fierté. Donc je ne vois pas pourquoi on parle de beurre, de rebeu, etc. Bon. Et donc, cette fameuse marche n'avait comme mot d'ordre que le triptyque républicain soit une réalité pour tous, pour l'ensemble des citoyens,
halte aux discriminations, halte au racisme, halte au meurtre, en l'occurrence, parce qu'on avait aussi quelques adolescents qui pétaradaient avec leur Solex au moment de la sieste. Bon, c'est vrai qu'il faut respecter les gens qui font leur sieste, bien entendu, mais ce n'est pas une raison de les canarder. Et la fameuse marche du 15 octobre au 3 décembre 1983 n'avait pas abouti à régler les problèmes d'ordre social. Et voilà que malheureusement... Elle avait abouti dans le bureau de François Mitterrand. Oui, où il y a eu, je dis souvent, et avec le respect absolu que j'ai pour les êtres humains, qu'on a eu droit à une écurie pour députés européens, par la suite. J'ai dit ça une fois dans une assemblée, et puis il y avait des membres de SOS Racisme présents qui n'étaient pas heureux. Mais bon. Et puis il y avait la fameuse carte de séjour de 10 ans, alors que ce qui marchait, les marcheurs étaient citoyens. Donc je ne vois pas pourquoi on va leur parler de regroupement familial, etc., et que la demande, elle était d'ordre simplement que les valeurs de la République soient pour l'ensemble des citoyens. Et petit à petit, il va y avoir une offensive islamiste ou salafiste par la suite, avec la nuance qu'on pourrait faire des mots que nous utilisons, et elle était réelle, c'est vrai, c'est vrai. On pourra en parler jusqu'à demain matin, avec des accoutrements improbables, des comportements inacceptables, une rétraction comme ça, une crispation. Je n'utiliserai même pas le mot communautarisme, parce qu'aussi étonnant que ça puisse l'être, il n'y a pas de communautarisme islamique dans notre pays. Parce que si ça devait être le cas, nous ne serions même pas dans cette situation. Donc il y a des crispations, il y a des replis identitaires, il y a des revendications, il y a des idioties, bien entendu, un comportement, j'ai dit, tout à fait inacceptable, ça c'est sûr. Mais stricto sensu, l'appellation communautarisme, en tout cas, s'il devait en avoir un, il n'a pas réussi. Bien. Et malheureusement, là aussi, la question, les thèses fondamentalistes, la régression terrible qui caractérise les sociétés majoritairement musulmanes, a déteint par porosité, puis on est dans une ère de mondialisation, les rapports internationaux n'ont pas aidé les choses, à ce que, du coup, la perception du fait islamique, je le dis toujours, fait islamique, ou de l'élément islamique dans notre pays, n'était pas perçue d'une manière amène ou apaisée. Alors que, je laisserai les quelques dernières minutes de mon exposé pour une vision plutôt d'avenir. Et donc, ça reste plutôt un élément de tension, sur lesquels certains de nos concitoyens qui briguaient nos suffrages pour présider aux destinées de la nation l'ont utilisé ou manipulé ou instrumenté ou instrumentalisé. Je reconnais que parmi nos concitoyens, et c'est ça la démocratie, c'est une délégation faite à ceux qui peuvent gérer les affaires de la cité, le font par souci de défendre des idées et être au service d'eux. C'est une véritable prêtrise et nous leur en savons gré, parce que je sais ce que ça coûte en temps, en énergie, en fatigue, et cette abnégation est tout à fait à reconnaître. Mais il y en a d'autres, malheureusement, qui, pour jouir des dorures des palais de la République, sont prêts à caresser les bas instincts de l'homme et à attiser le feu, et parfois sur des mensonges éhontés. Et donc ça a exacerbé aussi les tensions. Si on ajoute à cela l'annus horribilis que nous avons connu en 2015, plus les attentats de par le monde et la monstruosité idéologique et religieuse qui est dénommée Daesh, tout ça a fait que nous n'arrivons pas à en parler d'une manière apaisée. Alors, les éléments d'optimisme, Que faire, voilà. J'allais vous demander que faire. D'abord, il faut voir peut-être la réalité.
C'est vrai que lorsqu'on a une majorité silencieuse, par définition, si elle est silencieuse, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle dit. Donc on ne peut pas lui faire dire ou projeter sur elle nos désirs, nos réalités ou nos fantasmes. C'est une majorité silencieuse. Et au risque de me déjuger ou de me contredire, eh bien cette majorité silencieuse est là, fait fonctionner la République. J'ai cru comprendre, mais je n'ai aucun élément scientifique qui ait été mes propos, donc je vous le dis par avance et j'implore votre indulgence sur cette prise de parole comme ça à la cantonade, que si c'est pas extraordinaire, tous les musulmans de France, citoyens et résidents, devaient pour une raison ou une autre quitter la France, ou ne serait-ce que pour accéder à certaines demandes qui pullulent dans la fachosphère, ou même certaines demandes, y compris de dirigeants politiques. Mais supposons par extraordinaire que cette demande soit satisfaite, ben la France s'arrêterait de fonctionner au bout, certains disent 26 minutes, d'autres disent 45 minutes. Bon, peut-être dans certaines régions un peu plus, mais dans d'autres, peut-être dans le quart d'heure qui suit. Parce que les centres hospitalo-universitaires, ça va depuis peut-être celui qui conduit le bus de la RATP jusqu'aux chercheurs dans les laboratoires du CNRS. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait nation. Il y a une nation avec ses différentes composantes et que cela a l'air de fonctionner qu'à un. Et puis un autre élément, je ne donnerai que deux, le second est celui-là, c'est que, paraît-il, à supposer aussi que ce soit un indicateur avec sa pertinence. Et donc, je ne mélange pas l'appartenance confessionnelle à une appartenance, je ne sais même pas si je dois dire ethnique ou culturelle ou dite d'origine. Qu'est-ce que c'est que maintenant, de nos jours, les origines? Que les mariages endogames dans la communauté, moi je ne reconnais qu'une seule communauté nationale d'un destin commun, dans la communauté lusophone française, en ratio, bien sûr en taux, est beaucoup plus grande, le nombre de mariages est beaucoup plus grand que dans la composante ou la communauté dite maghrébine de France. Ces fameux mariages mixtes, les mariages étaient mixtes jusqu'au mariage pour tous, parce que la mixité est d'avant tout, j'allais dire, d'altérité radicale. Mais les mariages dits mixtes, sous-entendu entre la composante maghrébine de la nation et le reste de la nation ou d'autres, plus les mariages mixtes islamo-chrétiens ou judéo-islamiques, sont beaucoup plus importants en nombre qu'ailleurs. Eh bien, ne serait-ce que sur ces deux éléments, on peut dire que le destin est un destin commun. Donc il se faut simplement le négocier ou le dire d'une manière apaisée. En toute rigueur, on ne sait pas. Mais c'est nous qui projetons un peu notre désir et nous œuvrons pour cela. Pourquoi on ne sait pas? Je fais mienne la parole d'Antonio Gramsci, qui dit « Lorsque le passé se meurt et le futur n'est pas encore advenu, c'est dans le clair-obscur que les monstres surgissent. » Et quand est-ce que les monstres surgissent? On trouve la réponse chez Goya, dans sa gravure. Abandonnée par la raison, l'imagination engendre des monstres impossibles. Unie à elle, elle devient la mère des arts et des merveilles. Donc laissons place à plus de raison, plus d'intelligence, une intelligence hybride, du cœur et de l'esprit, pour que nous nous aimions. Le mot est peut-être un peu galvaudé, mais on laisse place à plus de respect, de reconnaissance, d'une volonté commune d'asseoir les fondations d'une nation commune. Peut-être encore une question avant Je t'en prie. Qui me frappe beaucoup, parce qu'en plus, comme je suis un garçon curieux, j'ai été regarder un certain nombre de débats que tu as menés et qu'on trouve sur YouTube. J'en signale un qui vaut d'être vu avec Alain Finkielkraut. Ça vaut d'être vu. Hein. C'est un moment de télévision bien intéressant. J'ai l'impression, au fond, beaucoup d'intellectuels musulmans, pour les appeler comme ça, mais c'est d'abord des intellectuels, quand on leur parle de tout ce que l'islam a pu inspirer de mal, disent non. Et puis,
quand ils sont honnêtes, ils ajoutent des mais. Et ils recontextualisent un certain nombre de choses. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail. Et j'ai l'impression que toi, tu fais l'exact inverse. C'est-à-dire, quand on te dit, voilà, tu dis oui. Oui, c'est comme ça. Mais. Donc, cette inversion du oui mais ou du non mais me paraît absolument fondamentale dans la démarche qui est la tienne par rapport, sans la comparer, mais sans l'opposer, en tout cas, à d'autres. Alors, il y a peut-être deux choses, et pardon, je ne veux absolument pas me jeter des fleurs. Je pense qu'il y a une exigence éthique, et pour une fois, et sous la voûte commune de la laïcité, je fais mienne la parabole évangélique de la poutre et de la paille. S'il y a des choses qui ne vont pas chez moi, dans ma famille ou dans ma famille de pensée, je le dis, je le reconnais, parce que je pense qu'il faudrait voir chez soi, en soi, les manquements à la solidarité, les manquements à la parole donnée, les manquements à l'éthique, les manquements à l'intelligence, les manquements à une fidélité à travers l'histoire, pour être fondé d'interpeller ses contradicteurs, ses adversaires ou autrui. On ne peut pas indéfiniment imputer à autrui les raisons ou les causes du désordre. Je pense que il me semble que c'est une démarche, de mon point de vue en tout cas, qui contribue à assainir les choses. La seconde, en l'espèce, puisque tu as cité ce fameux débat avec un compatriote, dont on ne dit jamais de lui qu'il est de la première génération ou deuxième génération. C'est étonnant. Alors qu'on pourra dire d'un citoyen musulman, dans certains cas, et au mieux, qu'il est de 5e génération, quand son grand-père est mort à Verdun. C'est déjà en soi bizarre. Et en plus, il faut qu'il soit là, parce que tout narrateur passe pour un héros. Au début, c'est lui qui avait la parole. Donc il est venu avec 3 ouvrages, du genre, je te cite, Abdenour Bidar, Qassimi et Fathi Ben Slama, pour me mettre tout de suite en difficulté devant le désastre de la maison islam. Et donc il a lu des choses. Quand il a fini, je lui dis, mais le diagnostic n'est pas tout à fait bien fait, puisque moi ce que je raconte va au-delà de ça. Et puis, donc sur tout ce qu'il a voulu construire, ses arguments se sont effondrés. Puis après, il me dit, ça, ce n'est pas gentil. Je dis, ça, c'est pas un argument. Et en plus, pour l'immortel que vous êtes devenu maintenant, et l'auteur de la défaite de la pensée, ça relève effectivement de l'abdication de la raison, de la défaite de la pensée, de l'abrasion même de l'intelligence. Alors, je ne veux pas être long dans mes réponses. C'est vrai que le monde, je préfère parler de société majoritairement musulmane que de parler du monde islamique, traverse une véritable crise. Et je parle même de régression dans la régression, parce que l'Égypte des années 30 n'est pas l'Égypte de maintenant. L'Égypte de Taha Hussein, où j'aime à rappeler d'un certain Adel Ahmed Adham, qui a écrit un ouvrage intitulé, il l'a écrit en 1937, « Pourquoi je suis athée ?» Et mes amis, que penseriez-vous qu'on ait fait de lui? Pensez-vous qu'on l'a oxy, qu'on l'a battu, qu'on l'a bastonné, qu'on l'a brûlé vif dans une cage, qu'on l'a décapité? Non. Maintenant, c'est scié plutôt. Ou scié, rien de tout cela. Au bout de 3 mois ou plus, on a écrit un ouvrage intitulé « Pourquoi je suis croyant ?» Et le débat dans l'Égypte des années 30 se faisait par ouvrage interposé. C'est impossible maintenant. Et je trouve que ce n'est pas acceptable d'être comme ça à la traîne le mot est simple, de la modernité, laquelle modernité doit être soumise à une critique en règle, bien sûr, mais en tout cas d'être comme ça à la traîne de la modernité. Les fameux chantiers titanesques dont tu parles, ou les efforts colossaux, sont les suivants. La liberté de conscience, surtout. Le scotum, le point aveugle.
dis scotum sous le contrôle des ophtalmologistes ici présents éventuellement. Donc c'est quand il y a une lésion du nerf optique, c'est qu'on ne voit pas. Et le scotum de la pensée théologique islamique de nos jours relève de la liberté et de la liberté de conscience. Alors si tu as entendu ce que j'ai raconté par-ci, par-là, tu m'as sûrement entendu rappeler cette petite boutade ou anecdote à quelqu'un à qui on a dit « Alors, tu aimes ta mère ou ta belle-mère » Et il a répondu « Ma belle-mère, évidemment, puisqu'il y a dans le cœur restera dans le cœur. » C'est pour vous dire qu'on ne peut pas, par la coercition, par la menace ou par la terreur ou par un simple regard inquisiteur, imposer à quelqu'un ce qui relève d'une adhésion intime, spontanée, en être libre. Et vouloir donc imposer à autrui de croire, de ne pas croire, ou faire son bonheur malgré lui, ça relève de l'archaïsme de la pensée. J'en ai 4. Donc. Le deuxième chantier, c'est celui de l'égalité. Je ne suis pas en train de passer la devise républicaine en revue, mais l'égalité fondamentale, ontologique entre les êtres, mais aussi juridique. Parce qu'on peut pérorer sur le fait que le Coran nous enseigne que l'homme et la femme procèdent d'une même âme unique et qu'il a instauré entre eux amour et miséricorde et qu'il y a un androgyne originel voulu par Dieu et que cette âme humaine s'est sexuée, puis elle a donné l'homme et la femme égaux en dignité, etc. Mais si ça ne se traduit pas dans l'égalité juridique d'un droit positif, ça n'a pas beaucoup de sens. Et pour faire simple, parce que cette idée à elle seule nécessite un colloque ad hoc. Le troisième chantier, c'est celui de la désacralisation de la violence. Nous ne pouvons pas, au XXIe siècle, croire que la violence puisse être commanditée par la violence, par la transcendance. C'est que Dieu commande d'aller tuer le mécréant. C'est-à-dire qu'on convoque les puissances angéliques, les puissances célestes, pour assister les armées terrestres. Ça relève aussi de l'archaïsme de la pensée. Puis le quatrième chantier, c'est pas que l'autonomie, c'est l'indépendance de l'activité scientifique. Et en finir avec la pathologie du concordisme. Ah, vous savez, nous l'avons dans le Coran, depuis toujours. Alors que la cosmogonie coranique est naïve. Et ce n'est pas une jubilation blasphématoire que de le dire. Mais c'est parce que la révélation coranique et l'activité scientifique ne sont pas dans le même ordre épistémologique. Il y a même un acronyme américain qui dit c'est du NOMA, le Non-Overlapping Magisteria. C'est-à-dire que les deux magistères ne se couvrent pas. Le magistère de l'activité scientifique, il faut laisser les scientifiques de confession musulmane, islamique, travailler sérieusement, etc. Donc, plus, j'allais dire, les valeurs esthétiques, la beauté, les belles lettres, les beaux-arts, la poésie, la musique, etc. C'est de quoi faire une civilisation. Merci beaucoup. C'est à vous. Comme vous le savez, il y a un micro qui va circuler. Si vous ne parlez pas dans le micro, la vidéo sera incompréhensible. C'est à vous. Bon, alors, Khaled a tout dit, c'est bien. Oui, là-bas. Attendez, oui, voilà. Attendez le micro, voilà. Merci. Oui, bonjour. Je voudrais tout d'abord exprimer mon sincère respect et admiration pour le travail de M. Bencher, en particulier dans l'émission de France Culture Question d'Islam, que France Culture a judicieusement programmée à une heure de très grande écoute, c'est-à-dire 7 heures du matin le dimanche. Bon, cela dit, j'ai juste une question d'histoire à propos de la laïcité de... Est-ce que la demande des autorités, des oulémas d'imposition de la loi de 1905 et le refus obstiné de l'État français n'étaient pas en rapport avec le fait que cela pouvait impliquer la restitution des biens habous confisqués par l'État aux dites autorités? C'est un peu marxien comme argument, mais la question se pose, quoi. On a le droit d'être marxien. Sinon, pourquoi il y a eu cette résistance de l'État français? Sinon, pourquoi ajoute notre ami. À toi. Ma compréhension des arguments, parce que
il n'est pas dit que ma propre lecture soit la bonne lecture ou pertinente. C'est que, peut-être qu'il y a ça, vraiment... La société des Habous a été, en tout cas, fondée bien plus tard, c'était en 1917, au tribunal d'Alger, qui devait récupérer les biens de main morte, peut-être après 1917. Avant, c'est quelque chose auquel je n'ai pas pensé. C'est peut-être aussi un élément à mettre dans la balance. Il y a les paroles du sénateur Gurji, sénateur radical. Il vaut mieux... Alors, il faut que je me rappelle du mot exact. Est-ce que c'est le fanatisme? Parce qu'à l'époque, on ne disait pas fondamentalisme. Mais il vaut mieux le fanatisme de la religion que l'émancipation ou l'autonomie des clercs musulmans. Donc, on continue à payer le moufti, le cadi, etc., et qui étaient assujettis, ou inféodés en tout cas, à l'administration. Mais pire encore que tout ça, c'est le fait, je l'illustre uniquement par cet épisode, c'est qu'on avait distribué des torches électriques à des pseudo-marabouts qu'ils actionnaient par en dessous le burnous, et le peuple crédule qui se prosternait devant les lumières divines s'entend. Au même moment où Marie Curie découvrait le radium et l'activité scientifique ou intellectuelle, en tout cas, était là. C'est pour dire aussi que ceux qui ont cru trouver des effets positifs à la colonisation, alors que de mon point de vue c'est une abomination absolue comme une idéologie et qui a trahi les idéaux de l'Aufklärung et des Lumières, eh bien là, avec cette affaire des torches électriques, le fait d'endormir encore le peuple et le laisser comme ça, et le fait de continuer à s'ingérer, à gérer l'affaire du culte islamique à travers la rémunération de ses clercs, permettait à ce moment-là à l'administration de ne pas voir s'émanciper la religion islamique d'une manière générale. Monsieur ? Oui. Merci beaucoup, Monsieur Bencher, pour votre intervention et pour cette présentation. J'avais juste une petite question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le communautarisme musulman. Vous avez dit que le communautarisme musulman en France, malgré les offensives islamistes, n'existait pas réellement, ou qu'en tout cas s'il existait, il avait échoué. Je me pose un peu la question dans le cadre de mes recherches. Je travaille un peu sur la question de l'islamisme politique en France. Et quand même, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais quand même, il y a des replis communautaires qui ne sont pas des replis communautaires, disons. Enfin, il n'y a pas des replis individuels, disons. C'est pas un retour à une croyance et une spiritualité qui aurait été enlevée aux musulmans durant les 20 dernières années et qu'ils auraient retrouvé de manière individuelle. Il y a un repli communautaire collectif dans certains quartiers que l'on peut observer de manière très empirique. Je prends juste un exemple là qui me vient en tête. Depuis l'année dernière, il y a un boom énorme des écoles privées hors contrat musulmanes qui témoignent aussi en partie de ce repli communautaire, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs. Simplement, je pose la question. J'ajoute mon grain de sel à la question, monsieur. Est-ce qu'au fond, on peut parler de communauté musulmane au singulier en France? Moi, ce qui me frappe beaucoup à travers mon expérience, c'est qu'il y a à peu près autant de communautés musulmanes, au moins, sans citer d'autres éléments, autant que de nationalités d'origine. C'est-à-dire, je vois des groupes qui sont des groupes d'origine algérienne, d'origine marocaine, d'origine turque, d'origine... je ne vois pas très bien comment tout ça fait une communauté, au-delà même du communautarisme. Hein. Parce que pour qu'il y ait communautarisme, il faudrait qu'il y ait une communauté, et j'ai l'impression que... Enfin, je ne la vois pas, en tout cas. Alors, mon cher Dominique, ta question est déjà une bonne partie de ma réponse et qui nous fera gagner quelques secondes précieuses. Non, tu as tout à fait raison de l'avoir dit. Pour vous donner le fond de ma pensée, juste lorsque nous étions là en conciliabule, je trahis notre discussion, je dis, tu sais, ici c'est un débat toujours bienveillant, tranquille, serein, etc. Et donc je m'étais permis cette légèreté, peut-être même d'une manière elliptique, de ne pas expliquer en quoi
je dis que, en tout cas, ceux qui hurlent au communautarisme n'ont pas en réalité devant eux un communautarisme encore structuré, ou du moins, je pense avoir dit dans ma phrase, ayant réussi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir d'une manière subtile, parce que si on reste à la première lecture, vous avez tout à fait raison. Je ne dis pas que vous n'êtes pas subtil, absolument pas ça. Je dis simplement que de prime abord, c'est vrai qu'il y a ce fameux communautarisme où on voit des quartiers entiers avec le revoilement des jeunes filles, je dis bien le revoilement, délibérément, les histoires du Bourget, bien entendu, la crispation sur l'élargissement de l'assiette du halal. Vous vous rendez compte, j'ai entendu de mes propres oreilles qu'on parle de covoiturage halal. On parle de cosmétiques halal. Je ne parle même pas de la gélatine qui se trouverait dans les biscuits, comme la gélatine viendrait des animaux, mais l'animal le moins cher serait vous vous rendez compte de la casuistique qu'il y a derrière. Bon, ça c'est indéniable. Si c'est ça le communautarisme, je le concède volontiers, c'est le communautarisme. En revanche, si on veut être extrêmement rigoureux, d'abord, il n'y a pas de communautarisme au sens où les musulmans de France ne parlent pas d'une même voix. La cacophonie à laquelle nous assistons, et puis les différentes sous-communautés, y compris même si on prend comme critère la nationalité, je puis vous assurer que au moment des élections post-eventum, parce que le bureau a été déjà imposé par le ministre de l'Intérieur de l'époque, pressé de devenir président, a imposé un bureau pour le fameux CFCM, le machin au sens gaullien du terme. Et après, on fait des élections. Eh bien, la liste où certains candidats sur une liste n'avaient pas voté pour eux-mêmes, pour leur propre liste. Et on ne va pas me parler de communautarisme si on a eu de telles divisions, voire de telles sous-divisions. Donc c'était de ce point de vue-là. Et donc, quand on dit à la cantonade ou à la télévision, enfin sur des médias dits lourds, des choses comme ça, il faut peut-être, encore faut-il avoir du temps, puisque nous pâtissons de la bééphémisation des esprits. C'est vrai. Mais de prime abord, vous avez raison, il faut aussi régler ce problème. Et aux imams, aux mouftis, enfin il n'y en a pas en France en tout cas, mais en tout cas aux recteurs des mosquées et aux liturges, aux officiants, aux ministres du culte, AUX au pluriel, de prendre en charge ces questions-là, bien entendu. Monsieur, là. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est bon. Donc la question qui a été posée m'a très justement... Parlez dans le micro. Ah oui, plus fort peut-être. Voilà. Comme un esquimau. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Donc, excusez-moi. Donc la question qui a été posée m'a très rapidement fait poser, m'a mis en lien avec une des questions qui justement m'interpellait. Vous avez parlé au tout début de renouveau, alors tout du moins au moins théologique, mais en tout cas un renouveau de la pensée islamique. Je voudrais souligner, ça a été souligné que le fait qu'il n'y a peut-être pas de communautarisme islamiste en France, ou en tout cas à l'échelle française, j'ai tout du moins l'impression, en tout cas que dans les pays à tradition musulmane, on se retrouve finalement face à un poids d'une tradition, d'une politique, d'un autoritarisme lié plutôt à pas forcément un autoritarisme politique, mais plus une utilisation abusive, je trouve, de l'argument d'autorité, plutôt, dans ce sens-là. Et que, finalement, ce renouveau théologique, est-ce que vous le pensez possible quand on est justement dans une division, une subdivision aussi importante, et que, pour la plupart, on va dire, des citoyens musulmans un peu plus fondamentalistes, on se retrouve sur une autorité théologique qui se retrouve en dehors
des pays concernés, c'est-à-dire en dehors de la France en soi. On peut avoir des autorités, alors soit des autorités par école, donc les écoles juridiques, ou par autorité, on va dire, plus politique. Donc ma question, elle se retrouve là. Comment parler de renouveau théologique, ou comment rendre ça possible quand on a un poids d'une tradition, d'une autorité, des écoles, d'une culture qui est aussi présent. C'est-à-dire qu'il y a un mélange vraiment culturel et culturel qui s'entremêle et qui rend ce renouveau très difficile. Donc voilà, c'est ma question. En fait vous pensez que le maréchal Sissi ne représente pas les Lumières musulmanes, si je résume. Pas que en réalité, je parle de plusieurs, entre autres, Oui, bien oui, sûr. d'accord. À toi. Enfin, les quelques secondes d'hésitation, de réflexion, c'est que si je vous dis, si j'ai bien compris votre question, ça veut dire que elle n'a pas été aussi claire. Non, c'est que c'est moi qui n'ai pas compris. Est-ce que je trahis votre idée si je dis que la difficulté, c'est comment voudrait-on qu'il y ait un renouveau théologique si on n'est pas dans un contexte islamique ou quelque chose comme ça? Le fond de ma pensée se situe plus sur la nécessité peut-être justement d'une distinction, on va dire, institutionnelle sur les distinctions politiques, culturelles, dans le sens où beaucoup en tout cas je pense que beaucoup de musulmans en France ont tendance à se référer à des autorités religieuses ou autres qui sont en dehors de la France. C'est plus ça, cette question. C'est le fait qu'on se retrouve, comme vous avez dit, avec une multitude de pays, de traditions, d'expressions de l'islam, et qu'en France, où justement on a ce côté cosmopolite, avec tout ce mélange, comment peut-on créer unité, ou en tout cas renouveau, quand chacun a ses références, chacun a ses maîtres, on va dire. Et voilà, c'est plus par rapport à ça. Alors maintenant, j'ai compris. La boutade classique veut petit QI, grosses explications. Donc, j'ai bien fait de vous poser la question. Maintenant, je comprends mieux, c'est vrai. Oui, je crois fondamentalement que s'il devait y avoir quelque chose, et il y en aura, où il faut œuvrer pour que ça soit le cas, ça viendrait d'un ciel un peu plus clément au-dessus de la tête, d'une part, et d'une société un peu plus stable, politiquement parlant. On ne peut pas de nos jours, je ne veux pas être aussi péremptoire, on ne peut pas de nos jours s'attendre à quelque chose de bien dans ce domaine-là, des capitales arabes ou arabo-islamiques. L'encéphalogramme est plat, on est pire que l'argument d'autorité, et on est saturé de religion, ou de religiosité même, voire dans certains cas une religiosité aliénante. Ce n'est pas l'élévation spirituelle qui émancipe l'être humain, etc. Et donc, malheureusement, le salut, si je puis dire, ne viendrait pas du Caire, d'Alger, de Rabat, peut-être de Tunis et encore, ou de Téhéran, ou de Riyad, ou que sais-je encore, même d'Ankara ou d'ailleurs. En revanche, de Berlin, oui, un véritable programme qui s'appelle Corpus Coranicum, extraordinaire sur le plan du travail qui s'y fait avec des chercheurs musulmans et des chercheurs non musulmans. La lecture n'est pas confessante. Depuis Paris, à une condition. J'aime beaucoup dire la France aura l'islam qu'elle mérite. Ou un islam de médiocrité, d'épouvante, de terreur, de burqa et que sais-je encore, ou un islam de beauté, d'intelligence, d'humanisme, de civilisation et de réflexion. Et il faut pour cela s'en donner les moyens. Et donc investir dans l'islamologie savante, dans tout ce travail, et en finir avec l'orientalisme qui était
dans certains cas, mis au service de l'œuvre coloniale. D'une part. D'autre part, la liberté de penser, la liberté d'entreprendre et dépasser peut-être le cadre uniquement de l'école pratique des hautes études et en finir, avec un énorme travail d'éducation bien entendu, pour émanciper et affranchir notamment la jeunesse de ce que j'appelle le cher Google. Parce que ce n'est même pas une diversité d'avis ou d'écoles, c'est qu'on va glaner sur Internet et malheureusement, c'est ce qu'on trouve davantage. Donc, pour pouvoir y arriver, il faut, c'est toujours facile de dire il faut que, il y a qu'à, il faut susciter des écoles qui elles-mêmes suscitent l'adhésion autour. Des écoles de pensée et autour donc de l'islamologie. L'islamologie n'est pas que la théologie. Et la théologie, une de ses définitions, hormis son étymologie qui est discourir sur le divin, c'est aussi l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. C'est-à-dire que interroger, vous savez, il y a un impensable en contexte islamique, c'est que l'émancipation de l'homme, de ses contingences et de sa condition ne se fait pas en dehors de la révélation. Mais au moins qu'on pose la question, c'est tout. Je ne dis pas qu'il faut dire que ça se fait en dehors, mais au moins que la question soit posée, qu'on interroge l'engagement de foi. Saint Anselme de Canterbury nous a enseigné « Fides quærens intellectum ». La foi est toujours en quête d'intelligence. La foi est en recherche de cette intelligence-là, en quête d'entendement, et va s'unir aussi vers l'intellect, l'imagination, etc. Elle ne peut pas être comme ça recroquevillé. Donc ce travail est à mener, bien entendu. Je dis que c'est possible ici parce que il n'y a pas la manipulation, la domestication des pouvoirs en place. Les sociétés musulmanes pâtissent du fait de réelle fragilité intellectuelle ou une indigence intellectuelle, mais aussi soit de l'autocratie, de la dictature, de la tyrannie, soit de l'offensive encore de ces arguments d'autorité, bien entendu. Au lieu de rattraper la séquence moment Descartes, moment Freud, qui a été totalement ratée, avec tout ce qu'il y a entre les deux. John Locke, Pierre Bayle, John Stuart Mill, etc., de la rattraper, de l'étudier, de l'ingérer, de l'assimiler, de la critiquer et de la dépasser, parce qu'il faut bien la dépasser, si au moins, tout en l'ayant raté, on s'était intéressé à Mollah Sadra Shirazi, à l'école de Mir Damad, à l'école des disparants, à la métaphysique de Sohrawardi, etc. Non, ni l'un ni l'autre, et on pérore sur le fait qu'avant 622, ce fut l'obscurantisme, et après 622, ce sont les lumières de la foi. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, et ça doit être mené sur le fait que nous puissions parler comme ça, montre que depuis Paris, c'est possible. Et donc aller dans ce sens-là. Juste une question, ça ne contredit pas ce que tu viens de dire, je mais ça ajoute une dimension que tu citais tout à l'heure dans ton premier chantier, si je me souviens bien. C'est qu'il y a quand même une conditionnalité majeure dans un pays comme le nôtre, c'est de mettre fin à toute une série de discriminations, de ghettoisation, parce que l'intelligence, y compris dans la foi, elle suppose qu'on ait la bouche au-dessus du flot. Quand on a la bouche en dessous du flot, on a une difficulté à bien s'exprimer, on le voit d'ailleurs par les jours que nous vivons, par moments. Donc est-ce que là, il y a... Parce que moi, ce qui me frappe beaucoup, j'avais beaucoup travaillé avec Leïla Chaïd et Michel Warszawski quand on avait fait cette tournée des villes et des banlieues il y a longtemps maintenant. Et ça m'avait frappé les chiffres, quoi. C'est-à-dire, dans les quartiers ZUP, enfin qui ne s'appellent plus ZUP, on a 2 fois plus de tous les mots. Chômage, retard scolaire, manque de médecins, enfin, on peut faire la liste, c'est 2 fois plus. Mais ça, c'est les quartiers. Si là-dedans, on prend les jeunes et on sort les jeunes issus de l'immigration, quelle que soit la génération, alors là, on est dans des chiffres qui sont 4 fois plus.
Donc on a quand même une espèce de base économique et sociale qui est un obstacle majeur à toute libération, y compris intellectuelle, y compris théologique, enfin religieuse. Alors, non seulement tu as tout à fait raison, c'est vrai que nous sommes dans la fameuse strate dite sociale, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par la mettre en premier dans ma grille de lecture et dans ma stratification. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, j'aime à rappeler simplement cette allégorie de la République d'Honoré Daumier. Honoré Daumier, en 1848, a voulu concourir pour représenter la République. D'ailleurs, pour l'anecdote, il a été classé 11e, donc il n'a pas eu le prix. Mais en tout cas, sa toile, c'est une belle femme, pardon mesdames, une belle femme plantureuse, allaitant 2 nourrissons, 2 bébés, et un garçonnet à ses pieds. La légende, donc l'allégorie de la République nourrit et instruit ses enfants. En l'espèce, sont versés dans la victimisation, dans le misérabilisme, etc. La République n'a pas nourri, n'a pas instruit l'ensemble de ses enfants. Au contraire. Là aussi, je ne veux pas verser dans le misérabilisme. Au moment des orientations, parfois même de bonne foi, entre 3e et 2e, mais pourquoi voulez-vous que le petit, en conseil de classe, mais pourquoi voulez-vous que le petit Rachid aille faire des écoles, des études générales? Ben, il fera un CAP, c'est bien, et puis il travaillera. Et c'est comme ça, et ça a donné lieu à des retards, à des frustrations, à des situations explosives. Je ne me réjouis pas de ce qui a pu se passer. C'est déjà étonnant qu'on n'eût pas eu à travers l'histoire et avant des choses encore beaucoup plus graves. C'était grave d'oxyre et de tuer des êtres innocents, bien entendu. Donc, pour pouvoir arriver à la réflexion, la réforme, la refondation de la pensée théologique, etc., il y a bien entendu un minimum. Mais ça devient une affaire politique. Et c'est un engagement politique. Et quand je dis la France aura l'islam qu'elle mérite, il y a aussi à régler cette question-là. Pas uniquement, il y a le 8e département des arts de l'islam, dont j'encourage mes concitoyens à aller visiter la beauté des pièces qui s'y trouvent. Mais ce n'est pas suffisant. Ici, après. Bonjour. Alors, j'ai 3 petites questions. Je ne sais pas si vous avez le temps d'y répondre. Sinon, vous choisissez celle qui vous paraît plus pertinente. Alors, il me semble que la problématique posée aujourd'hui est dans un contexte franco-français, voire hexagonal, mais j'aimerais vous poser la question en miroir un peu. Pensez-vous qu'on peut parler sereinement de l'islam dans les sociétés majoritairement musulmanes? Parce que le débat n'est pas toujours évident. Et je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, il y a un penseur algérien du nom de Nourdin Boukrouh, que je pense vous avez déjà reçu dans votre émission, qui a parlé de l'ordre chronologique de la révélation des sourates dans le Coran, etc. Et ce n'était pas facile d'en débattre. On ne lui a pas répondu par écrit, par exemple, comme vous avez dit. La deuxième question concerne le choix des mots et des termes, comme vous semblez être adepte de la rigueur, d'une rigueur sémantique. Vous dites que vous préférez ne pas dire le monde islamique. Pensez-vous qu'un monde arabe existe? Parce qu'en parlant des nouvelles générations d'enfants, d'immigrés, notamment de la communauté maghrébine, vous dites pas les Beurs ou les Rebeux, mais les Arabes. Or, on sait qu'il y a en Afrique du Nord généralement une crise identitaire arabo-berbère qui n'est pas complètement déconnectée du problème religieux aujourd'hui. Et la troisième question est, entre guillemets, intra-islamique. Que pensez-vous qu'on doit faire du hadith au XXIe siècle? Je pense notamment au Sahih al-Bukhari, mais aux autres Sahih, mais qui sont plus, peut-être pas en France, mais dans le monde musulman, si
si je me permets d'utiliser cette expression, c'est la source des plus gros problèmes aujourd'hui, parce que sur le Coran, les versets, on peut contextualiser historiquement et négocier ou discuter entre oulémas, mais le hadith, malheureusement, est plus sacralisé que le Coran, à l'image de la personne du prophète, qui est aussi sacralisée, voire divinisée, mais également des khulafas, des sahabis, qu'on ne peut même pas critiquer ou remettre en question. Merci beaucoup. Pour cette question, peut-être un peu pointue pour certains d'entre nous, donc peut-être qu'il faudra mettre un mode d'emploi. Alors, sous ton autorité de président de séance, mon cher Dominique. C'est Jean-Paul. Oui. En tout cas, de séance, je commencerai à répondre à rebrousse-poil avec celle-là très rapidement, et puis le deuxième point et le troisième point. C'est vrai que le problème du corpus en tant que tel, autre que le Coran, pose difficulté, bien entendu. Je vous donne mon avis d'homme, rien d'autre. Ce qu'il y a dedans est tout à fait obsolète, voire apocryphe, et on l'a authentifié. Et il faut y mettre de l'ordre de ce qu'il y a dedans. J'allais dire les sources secondes, hein, j'explique, parce qu'il s'agit des recueils, des aphorismes, des maximes, des dires du prophète. D'abord, l'inflation en nombre montre qu'il y a une construction humaine, d'une part, et d'autre part, il y a des choses qui, prises telles quelles, frappent le bon sens. Mais là, ça n'est pas censé être la parole de Dieu. Ce n'est même pas la parole de Dieu. Ce sont des individus qui ont cru bon de trouver une bonne filiation dite d'or, une chaîne d'or dans la transmission rapportée au prophète de l'islam. Je ne suis pas sûr qu'il eût dit des choses comme ça, et c'est par extraordinaire, il a pu dire des choses comme ça, on ne peut pas les appliquer de nos jours. Et donc c'est la source même de tous nos problèmes, y compris pour l'antisémitisme, y compris ce qu'on pourrait appeler l'antisémitisme musulman, etc. Je vous donne un exemple, même si le temps passe. Et je vous le dis en arabe et je vous le traduis. La in yudraba ahadukum bi mikhyatin ala ra'sihi khayrun lahu min an yusafiha yada imra'a. Vous vous rendez compte, je traduis. Il est préférable à l'un d'entre vous de recevoir un coup de fuseau sur la tête que de serrer la main d'une fille, d'une femme. Je ne vois pas pourquoi le fuseau, pourquoi, etc. Et en plus, ça contredit la réalité, parce que quand certaines femmes bédouines, arabes, reconnaissaient la prophétie mohammedienne, elles venaient lui faire ce qu'on appelle l'allégeance, et elles lui prenaient la main. Et ça s'est appliqué après avec les premiers califes, le tout premier calife Abou Bakr et Omar. L'allégeance faite au calife, c'est qu'aussi on lui prenait la main, hommes et femmes, etc. Donc cet aphorisme sacralisé maintenant chez nos salafistes est une pure invention. En tout cas, ça ne s'applique pas. Je peux vous donner des exemples comme ça à l'infini, et on les considère dans les recueils dits authentiques. Donc quand même, la bonne... on a envie d'aller voir. Alors il y a un mouvement qui s'appelle « Seul le Coran m'oblige », et avec Mohamed Talbi, mais il n'est plus de ce monde, et d'autres. C'est ce courant-là peut-être qu'il faudrait savoir encourager. Alors, pour faire vite, parce qu'on peut en parler davantage sur ce sujet-là, ce sont les fameux corpus officiels clos, les coques de Mohamed Harkoun. Donc il faut savoir dégeler les glaciations idéologiques, libérer l'esprit de sa prison, s'affranchir des enfermements doctrinaux, etc. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on peut parler sereinement? Ça, c'était le premier point dans les pays d'islam. C'était quoi le deuxième point, rapidement? À la rigueur sémantique. Et alors, et dans la rigueur sémantique, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, le monde arabe. Vous savez,
absolument pas dans l'idée de me faire de la réclame, mais il se trouve que j'ai tenu un cycle de conférences à l'Institut du monde arabe intitulé « Les Arabes dans l'histoire et les musulmans dans le monde ». Et donc l'un des épisodes, qui était en 5 ou 6 épisodes, ce cycle-là, c'est peut-être même le premier, c'est la péninsule arabique à la veille de la révélation islamique. Et donc, la veille de la révélation coranique. Donc, et l'un des problèmes abordés lors de cette première conférence, c'était qu'est-ce que c'est qu'être arabe? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'être arabe? Et oui, mais la péninsule arabique, on l'a appelée arabique, pourquoi? Parce que être arabe, le mot arabe, que veut dire le mot arabe? Le mot arabe veut dire manifeste, clair, éloquent, explicite. Et donc on ne sait toujours pas si lorsqu'on parle une langue claire, explicite, compréhensible, éloquente, structurée, etc., on est arabe. Et c'est pour ça qu'on a appelé les Arabes arabes, de par leur poésie, qui étaient des funambules de la langue, etc. Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il y a les Arabes arabes, de pure souche, comme on l'aurait dit de nos jours, ce qui serait descendant via Ismaël de Sem, fils de Noé, et les autres arabisés parce qu'ils ont intégré la possibilité de pouvoir parler une belle langue. Et il y a la définition attribuée aux prophètes. Je ne peux pas dire tout à l'heure que les aphorismes sont sujets à caution, puis là je vous dis que celui-là est authentique, mais qui est arabe celui qui parle arabe. C'est-à-dire qu'il peut dire le qaf, le ha, le ayn, le rayn, le kha, etc. Et donc, on dit que tout arabophone pouvant prononcer les lettres ou les sons de la langue arabe peut être considéré comme arabe parce qu'il n'y a pas une véritable souche, etc. On n'arrive pas à la déterminer. Et puis, dernier point, quand on parle de la civilisation arabo-islamique, le mot arabo ici ne renvoie pas à l'ethnie, renvoie simplement à la langue véhiculaire. On pouvait être zoroastrien, juif, chrétien, sabéen, vivant dans l'Empire, s'exprimant en langue arabe, et n'oublions pas que de Saragosse à l'Indus, et sur une longue étendue, une grande étendue, la langue véhiculaire du savoir était la langue arabe, et donc on parlait de société arabo-musulmane. Mais de nos jours, avec la crise identitaire, c'est pas gênant d'ajouter l'élément berbère ou amazigh, comme on dit, et puis le monde arabe, c'est un peu comme la Ligue des États arabes, comme on dit maintenant, comme il y avait le panarabisme de la Nahda. La Nahda étant la résurrection ou la renaissance ou le renouveau, qui était un mouvement à la fois littéraire, romantique, dans la presse, politique, etc., et qui n'était pas d'ordre confessionnel, et qui ne concernait que le monde arabe. Des chrétiens, des musulmans, des juifs arabisés ont participé à ce renouveau-là. Donc le panarabisme, qui est un échec maintenant, a déterminé, à tort ou à raison, mais ce qu'on appelle, ou on appelait le monde arabe, ou maintenant avec cette affaire de la Ligue des États arabes. Sur les sociétés musulmanes, tu avais répondu en fait. Alors les sociétés musulmanes, on ne parle pas malheureusement d'une manière sereine de la religion islamique, au contraire, il y a l'argument d'autorité, il y a la pensée magique, il y a les représentations superstitieuses, il y a une axiomatique d'un discours prophétique totalement éculé, et si on ose poser telle ou telle question, eh bien on est frappé d'infamie, d'apostasie, d'hérésie, et que sais-je encore. Tout ça n'est pas sérieux. Si je devais dire encore un mot, parce que là ça va prendre peut-être 1 minute et demie, c'est on pâtit là-bas de 3 types d'ignorance. Et si je devais être paranoïaque, je dirais même 4. L'ignorance sacralisée, qui renvoie un peu à la sainte ignorance de notre ami Olivier Roy, l'ignorance institutionnalisée et l'ignorance complexe. Et si je devais être paranoïaque, je dirais que même une ignorance planifiée. Alors, la première, l'ignorance sacralisée, c'est qu'on considère comme garantie par le divin
ce qui n'est qu'une construction humaine, faite sur ordre d'acteurs sociaux ou par le désir du prince. Vous nous dites à propos des califes, c'est-à-dire que si on prononce leur nom, il faut le logis qui suit, que Dieu les agrée, que Dieu leur pardonne, etc. Ça, c'est venu 2 siècles et demi plus tard. Ce n'est pas de leur vivant qu'on disait ça. Et donc, de nos jours, si on ose parler de l'un ou de l'autre sans ajouter la fameuse eulogie, qui est une belle parole qu'on ajoute, eh bien, on est quasiment un mécréant. Donc ça relève de l'ignorance sacralisée. Le sacré est devenu de plus en plus obèse, de plus en plus gros, il étouffe, alors qu'il faut le dégrossir. La deuxième ignorance, c'est l'ignorance institutionnalisée. C'est que parfois de bonne foi, on a des mécènes, un mécénat d'État ou un mécénat même de gens riches, qui construisent des lieux de culte, des instituts, des écoles dans lesquels on enseigne des mensonges au regard de la connaissance historique aux scientifiques. La troisième ignorance, c'est l'ignorance complexe. C'est qu'on ne sait pas et on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et si je devais encore ajouter, mais là je n'ai pas vraiment d'éléments sérieux pour pouvoir l'ajouter, mais c'est mon sentiment, l'ignorance planifiée, al-jahl al-mumanhaj, c'est que parfois certaines dictatures aiment bien laisser le peuple se vautrer dans les questions de je ne sais même pas comment, dans la prophylaxie de type religieux, hein, ruqya, voilà, avec l'exorcisme, je ne sais pas quoi. On sait au niveau du pouvoir que tout ça relève des billevesées, de fadaises, d'idiotie, d'argutie, ça fragilise les esprits, mais on laisse faire. C'est à vous. Bonjour à tous. Monsieur Bencher, vous avez parlé de certains chantiers pour un islam apaisé en France avec la nation. Comment est-ce que ces réformes-là, est-ce que ces chantiers-là passent par une réforme de l'islam? Et si oui, comment les musulmans peuvent-ils et doivent-ils vivre cette réforme? Merci. En France ou de par le monde? En France et de par le monde. Merci. Oui, on va faire un supplément, on va durer jusqu'à 20h et on y va. Le modèle français, s'il réussit, sans chauvinisme aucun, peut, par porosité, capillarité, la mondialisation aidant, les chaînes satellitaires, les réseaux sociaux, etc., aider à ce que ça se propage de par le monde. Et peut-être même davantage dans les régions non arabes que le monde arabe qui pâtit, qui souffre de beaucoup de difficultés aussi. Alors, réforme. Nous vivons en ce moment, ces jours-ci, c'est en dehors de l'affaire des gilets jaunes, un paradoxe. C'est que dans un État laïque, avec la loi de séparation, les pouvoirs publics n'ont pas à se mêler de l'organisation d'un culte. Les pouvoirs publics n'ont pas à se mêler, à s'immiscer dans cette organisation. C'est même une violation grave de la loi. En même temps, sans être macronien, et il faut bien que ces pouvoirs publics aient devant eux des interlocuteurs, et des interlocuteurs sérieux, compétents, intelligents, ayant à cœur aussi de conjuguer leurs efforts pour que nous sortions tous de l'ornière. Je ne veux pas charger les personnes qui étaient là depuis un moment, mais si depuis un quart de siècle ou 2 ou 3 décennies, nous retrouvons dans cette situation, c'est que ces personnes ont failli. Donc il faut bien qu'on organise un peu. Et si les pouvoirs publics jouent leur rôle de catalyseur, pourquoi pas? Donc ce travail de réforme, d'organisation, de réorganisation, de réagencement est nécessaire. Et il faut être mené. Et je pense qu'on est même à un tournant historique. Donc ça me paraît important. Donc il faut le mener. Au niveau de l'organisation elle-même,
Vous savez, les musulmans de France n'ont pas besoin d'être représentés. S'ils doivent être représentés, ils ne seront représentés que politiquement. C'est ça la démocratie. En revanche, avoir des associations qui prennent en charge la pratique cultuelle d'une manière là aussi apaisée, tranquille, harmonisée, banalisée même, c'est ça qui importe. Plus l'aspect de connaissance, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'islamologie savante. Merci. Une dernière question. Oui, mais allons-y. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous. Alors j'aurais une question. Enfin, je rebondis sur ce qui a été dit par rapport au hadith. Parce qu'on parle beaucoup du hadith comme un problème par rapport au patrimoine de manière générale. Je rebondis rapidement sur, il y a aussi une sacralisation du patrimoine dans son ensemble. Ça veut dire qu'on sacralise l'exégèse. Ça veut dire qu'au-delà du hadith, on a sacralisé des lectures coraniques, par exemple le cas de l'abrogation, qui est la dialectique fondamentale en fait des différents groupes djihadistes dans le monde. Et donc ma question elle est simple, c'est que quel travail critique on se devrait de faire par rapport au patrimoine islamique, au-delà du hadith, qui se doit d'être recontextualisé. Il y a des islamologues qui travaillent sur cette question. Simplement, comment travailler une herméneutique scientifique par rapport au discours coranique et qui puisse remettre en question en fait la dialectique de certains groupes, ou même en fait qui est une dialectique qui est reprise en fait par c'est une dialectique en fait impériale. La dialectique des Omeyyades et des Abbassides a été reprise par les différents groupes en fait. C'est une dialectique qui a évolué. Donc ma question elle est simple, comment travailler cette herméneutique par rapport au discours coranique et d'où elle doit se faire en fait? Est-ce que ça partirait des universités? Est-ce que c'est les musulmans qui devraient d'eux-mêmes, on va dire, travailler dessus et, entre guillemets, prêcher la bonne parole? Voilà. Merci. Encore une question pointue. Alors, j'allais dire inversement, d'une manière inversement proportionnelle, hélas, nous allons rester uniquement dans la pétition de foi ou dans la profession de foi, ou dans la 4e de couverture, et on lira l'ouvrage plus tard, puisqu'on n'a plus le temps. Sinon, on le fera avec plaisir. Je me réjouis à titre personnel et comme homme de voir la jeunesse, les jeunes pousses, s'approprier et poser ces questions-là. Parce que pour certains, c'est même de l'ordre de, non seulement de l'impensé, mais de l'impensable. Donc c'est bon. Deuxième chose, même pour le Coran, même pour la révélation, pour faire simple en une phrase, il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte. Sinon, on prend en otage le texte. Donc, il n'y a aucune raison. Donc, il y a ça. Troisième idée, là je serai un peu arcounien, même beaucoup, il faut passer par la fameuse triade qu'il a empruntée à son maître Claude Cahun, qui est transgresser, déplacer, dépasser. Ce sont les 3 verbes à l'infinitif. Transgresser des tabous. Il n'y a aucune raison de considérer que tel ou tel patrimoine n'est variéture. On ne le touche pas. Au contraire. Donc le transgresser avec une pensée subversive, le subvertir, au sens premier du terme, l'inverser. Donc c'est cette transgression-là, pas là aussi, pas dans une volonté jubilatoire, de blasphématoire, etc. C'est interroger ce patrimoine-là, l'étudier, le disséquer. Il faut guérir de la sclérose en place. Deuxième mouvement, donc une fois que ce travail de transgression est fait, c'est le déplacement. C'est déplacer vers d'autres horizons cognitifs et porteurs de sens l'étude du sacré, avec la batterie de disciplines des SHS, les sciences de l'homme et de la société. L'herméneutique, vous en avez parlé, l'exégèse moderne, la philologie, la codicologie, la paléographie, la sémiotique, la médiologie, la linguistique, la grammaire, la psychanalyse, etc., les éléments les sciences du langage, tout ça doit concourir à comprendre ce travail, ce patrimoine. Et dernier mouvement, c'est le dépassement.
Donc on dépasse tout cela avec une nouvelle rationalité, une raison émergente. Au XXIe siècle, avec le transhumanisme, on nous dit qu'on va télécharger la conscience, le Dalai Lama qui nous dit qu'il va se réincarner en ordinateur, etc. On est donc dans une situation qui nécessite une nouvelle raison qui ne soit plus à double critère dual avec un tiers exclu, mais peut-être une rationalité qui allie à la fois les ressources inventives de la technoscience, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences cognitives, et aussi l'invariant besoin de transcendance, la soif inextinguible de spiritualité, ce qui dépasse l'homme. Prendre en charge ça, et le tout avec le souci de l'homme, le souci de la personne humaine, la préoccupation, j'allais dire, du bonheur des ici-bas, de l'humanisme. Qu'il soit théocentré ou anthropocentré, c'est une autre affaire, mais assumer les héritages des peuples, assumer la condition humaine, y compris des peuples qui ânent sous des servitudes renouvelées, qui se trouvent chassés injustement de leur demeure à cause du climat, à cause des guerres, à cause du désordre dans le monde, etc. Et ce travail, encore une fois, intellectuellement, peut et doit être mené depuis l'université, depuis le Collège de France, mais aussi dans nos débats comme ça. C'est une très bonne conclusion pour cette passionnante rencontre. Merci infiniment.